Mon père était un prisonnier et je prenais vraiment le chemin pour ça. Je faisais vraiment n'importe quoi. Et donc ma maman, très consciente, préoccupée, a démarché donc ses grands frères, elle allait les voir en leur disant s'il vous plaît, jetez un œil sur lui, faites ce qu'il faut faire. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. Un podcast imaginé par Oxmo Puccino et réalisé par David Camillas. Arte Radio. Oxmo Puccino. OX, vite fait. Bien, merci beaucoup parce que j'aime bien saluer des dinosaures comme on dit, un reptile. En gros, tu es pour nous un emblème et on est tous ensemble avec toi, la banlieue, surtout la banlieue 77, Emerinville, Bronx. Mais en tout cas, tu l'as fait pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour la force, vraiment. Alors aujourd'hui, on n'est pas en banlieue. On est dans un quartier populaire de Paris, sur les grands boulevards, juste devant le Jamel Comedy Club. You know, the Jamel Comedy Club. Et en termes de comédie, il y a une statue. Cette statue, elle représente Redouane Arjan, tu vois, dans Paname. Et en termes d'histoire, je peux te dire qu'il en connaît un rayon. Il a quitté l'école à 14 piges pour entrer au Conservatoire National of Region of Metz, la ville où il est né, à 20 piges. Il s'installe à Paris. Il commence au cours Simon. Et quelques années plus tard, il est repéré par Jamel pour entrer dans le Comedy Club où nous sommes présentement. Donc, il cartonne tout de suite parce qu'il est complètement ouf, mais sa folie, il l'exprime d'une manière tellement spectaculaire, tellement absurde. C'est du Dali, tu vois. Donc il a tourné pour plein de gens, Michel Gondry, Sarah Forestier, patati patata. Mais ma fierté, c'est qu'il a tourné pour moi. Anti-30, en 2014, mec. Donc c'est en ligne, tu peux aller chercher. C'est moi qui ai réalisé, c'est moi qui ai écrit. C'est vrai, hein. Donc il a joué là-dedans. Et là, on va rentrer dans le Jamel Comedy Club. Il va nous raconter une petite histoire d'enfance. Voilà. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Moi j'ai grandi au Pontifroy. Pontifroy, c'est un quartier qui est un peu particulier parce qu'il est en sortie, c'est vraiment le dernier quartier avant l'entrée vers l'autoroute, la 31. T'as les casernes de CRS, t'as l'hôtel de police et derrière t'as l'armée. C'est un quartier sécurisant. Cité dortoir, quoi. De ma fenêtre, on voyait l'église Saint-Clément, on voyait le Mont Saint-Quentin. C'était pas ghetto, c'était pas non plus cité pavillonnaire. Les gens vivaient bien. Esprit village, tout le monde se connaissait. Et puis il y avait de toute origine. C'est-à-dire que moi, les voisins qu'on avait en face, les Texera, c'était des immigrés espagnols. On avait des immigrés italiens. Donc 7 étages de haut et de longueur. T'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halls d'immeubles. C'est le quartier, le Pontifroy. Une tour allongée. C'est périphérie, mais c'était pas vraiment la banlieue parce que le centre-ville, on y était, je sais pas, à pied, gamin, on mettait même pas 10 minutes pour aller dans le centre-ville, tu vois. Tu vois, ma maman, par exemple, à moi, paix à son âme aujourd'hui, elle travaillait à l'hôpital. Puis connue, respectée, elle voyait tout. Alors elle avait le secret, elle s'était imposée à elle-même un secret professionnel, mais c'est de la pure bonne éducation qui était que quand tu voyais un voisin venir pour un truc bien chelou, elle le savait, elle le voyait tout. Elle était à l'accueil standard de l'hôpital pendant plus de 40 ans. Donc ça, c'est un truc encore aujourd'hui, par exemple, quand moi je vais à Metz et que je me balade dans Metz, ok, moi je suis persuadé qu'ils viennent me voir parce que genre un semblant de notoriété. Non. Donc cette mentale-là de quartier où tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui, ça travaille. Chacun fait son argent dignement. Et c'est élégant quand les gens vivent ensemble. Il n'y a que le bon qui peut sortir quand ils acceptent de vivre ensemble. Il y avait de la poésie aussi, il y avait de la mélancolie, parce que Metz, c'est une ville quand même, faut comprendre un truc, c'est que c'est une ville de garnison, c'est un carrefour aussi d'Europe, européen, et c'est la ville de Coltès, c'est la ville de Verlaine. Alors après, on a des démons aussi, mais il y a une énergie, tu vois, c'est la street, mais il y a la poésie, il y a la mélancolie littéraire, il y a un truc comme ça. Il y a le spleen. Le spleen, tout à fait. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Moi, à 10-11 ans, j'étais déjà dans un truc, allez, je vais partir en couille. Ah ouais, je vais d'accord. partir en couille. Précoce. C'est pas dans le projet, mais c'est plus, j'aime pas le foot. Moi, le foot, j'aimais y aller avec mon oncle et mon frère pour manger la saucisse blanche, tu vois, la gaze. Ils ont vite compris la supercherie, donc ils arrêtaient de m'emmener au stade. Et je me retrouvais, pas livré à moi-même, mais dans un moment où tout le monde se retrouvait ensemble, moi, il fallait que je constitue une autre équipe. Donc j'avais des potes de ce quartier, donc dans mon quartier. Je sais pas, on voulait faire les cons, on faisait des conneries, on faisait des combines. Du pont, on jetait des marrons sur les bagnoles qui passaient en dessous des trucs super dangereux, des trucs inconscients. On jetait des marrons, des mottes de terre, on a failli créer des accidents terribles.
On montait sur les toits de l'école maternelle en face de la tour, et des fois on rentrait dedans par les Velux, des trucs dangereux, illégaux. Et vu qu'il y avait le comico en face, il y avait le commissariat en face du quartier, c'était très drôle parce que les flics ne prenaient même plus la peine de se déplacer, ils sortaient le mégaphone, le gigaphone, et ils parlaient de leur fenêtre en mode « Descendez du toit !» Et donc je prenais clairement le chemin hors scolaire. Non pas qu'on s'occupait pas bien de moi, mais j'avais envie de voler de mes propres ailes, je trouvais que la ville était trop petite pour moi, mais tout. Quelle est la bêtise qui fait que ta maman elle s'est dit là, faut que je fasse attention parce qu'il part dans le OG gangsterisme, tu vois? Faut savoir aussi que ce quartier, c'était névralgique parce qu'il y avait la médiathèque de Metz. Elle est énorme, il y a tout, petite maternelle à hautes études, livres de médecine, radiologie. Situellement, c'était un lieu. Ouais, c'était un lieu fat, tu vois. Et c'est aussi terrain de chasse, quoi. Des dragueurs, des prédateurs, des violeurs, des pédophiles. Nous, on venait là, des gamins, il y avait le Minitel, médiathèque, 36-15 ULA. On jouait même à des jeux de tennis, il y avait tennis, ping-pong sur le Minitel. On passait des heures là-dessus. Je lisais des BD, les Dalton, les Lucky Luke, Tom Tom et Nana. Les vieux bails. On faisait pas de dinguerie, on vivait une vie de jeune, de gamin, des jeunes, quoi. Et il y a un gars qui apparaît dans ce quartier, qui débarque dans le coin, quoi. Et donc il vient à la médiathèque. Un monsieur, un ancien prédateur. Ouais. Donc ce type-là, il commence à tourner un peu autour des ados, machin truc, ouais, et des bonbons et tout. Et un jour, je vois les gars arriver, les potos, je les vois arriver avec des Coca, des Canada Dry, des Galac, des chips et tout, à mort et tout. Je fais, les gars, d'où ça vient tout ça? Pourquoi j'ai pas... Et ouais, c'est le gars là-bas. Il dit, non mais ouais, il t'aime pas. Comment ça, il m'aime pas? Ça, je le connais pas, moi, le gars. Il me bat les couilles, c'est qui, tu vois? Il avait une attitude étrange avec les enfants et les adolescents. Pour moi, c'est chelou. Donc moi j'aime pas ça. Ça j'aime pas ça. C'est pas quelqu'un du tiécart qui dit parce qu'il t'aime pas. Et j'ai gardé en moi ça. J'ai dit ok, vous mangez les gâteaux. Moi je passe pas en fond de bout. Puis en plus le gars c'est un chelou. Ça peut pas être moi le méchant dans cette affaire. Donc ce type arrive. L'endroit où il va passer, je vois il y a une plaque d'égout. Et je vois il y a des cartons vides de sorties de magasins, de sorties de boulangerie. Ouais. Je fais vas-y. Et donc je prends deux potes à l'époque. Je peux pas donner leur nom, mais je pense à eux. Venez, on enlève la plaque d'égout et on met le carton sur la plaque d'égout comme ça. Et le gars, on le voit arriver, il marche comme un... Et tu crois pas, il met les 2 pieds dans le caniveau. Il est absorbé. Il s'arrive à hauteur de son bus, il se tape la tête sur le bitume. Il se fracasse, il saigne. Je fais, oh merde. Je me dis, il va mourir. Et je vois les poteaux, ils partent en courant, chacun part à droite, chacun part à gauche. Comme des coupables. Non, ils sont partis. Et je trace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plaque d'égout, elle était en face du coiffeur. Le coiffeur, il a coiffé mon père, il a coiffé mon grand-père, et je suis sûr qu'il a même coiffé des frères de mon grand-père. Monsieur Claude, il s'appelle, c'est Claude. Voilà, il avait un bichon magnifique. Pensez pour lui, j'adore ce monsieur. Il tenait la boutique là depuis des années. Et quand il coupe les cheveux, il voit toute sa... Il les passe à la vitre. Donc moi, pendant que j'étais en train de croire que j'étais un grand stratège de ouf, il y avait l'un des coiffeurs, de l'illustre coiffeur de toute la mise en scène. Toute la ville, qui a tout vu. Et il l'a dit à ma maman. Voilà. Mais il l'a fait très élégamment, c'est-à-dire qu'il m'a pas, moi, pris à partie dehors en me disant hey, « ça va pas, t'es fou ?» Il a dit, vu que le gars, il s'agissait quand même d'un prédateur. Et il m'a protégé, en fait. Il a dit « ok, là, c'est chaud ». Et puis il a vu surtout que le gars a pas vu qui était le coupable de ce truc-là, tu vois, de ce malheureux accident. Donc monsieur Claude, il allait voir ma maman, il a confronté, il lui dit Madame Arjane Boudjani, je peux pas passer à côté de ça, je l'ai vu, il s'est passé ça, je vous le dis. Et là ma maman a pris peur et c'est à ce moment-là qu'elle a contacté les grands frères. Alors nous, les grands frères de mon quartier, c'était des gens... Moi j'ai connu des grands frères de quartier, ils avaient des Santiago. Tu vois le bail? C'était des grands frères, ils avaient des vestes en cuir, ils avaient des... C'était des vieux grands frères. C'était des rockers. C'était des vrais rockers. Mais c'était des rockers, ça. C'était des gars à Santiago et Perfecto et tout, qui portaient les sacs des mamans. Okay. Ils étaient en bas, posés en bas, ils jouaient à la pièce, tu sais, quand tu tapais la pièce contre le mur, la plus proche et tout. Et dès qu'ils voyaient une dame sortir du parking qui venait galérer de l'arrêt de bus avec ses cabas, direct, ils posaient pas de questions et ils montaient les courses. Et ils faisaient que des trucs comme ça. Et nous, pendant ce temps-là, on jetait des marrons sur les bagnoles.
Ma maman, c'était une personne très très concernée sur mon éducation. Elle tenait absolument à ce que je ne parte pas en prison. Elle a toujours tenté de me préserver. Ouais, oui. Parce que mon père était à l'époque un prisonnier. Et je prenais vraiment le chemin pour ça. Je faisais vraiment n'importe quoi. Et donc ma maman, très consciente, préoccupée, a démarché donc ses grands frères, elle allait les voir en leur disant s'il vous plaît, jetez un œil sur lui, faites ce qu'il faut faire. Et donc il faut savoir un truc, c'est que ces grands frères-là, ils sont réputés aussi pour faire ce qu'on appelle le baptême. C'est quoi le baptême? What the baptême? Le baptême, pour pouvoir prétendre dire que t'es du Pontifroy, pour pouvoir prétendre dire que t'es du Square Paimai, il faut être passé par le baptême. Et les histoires de quartier d'Oxmo Puccino, dinguerie. Le baptême, c'est quoi exactement? Ça peut arriver n'importe quand. Donc ça a beau faire le malin quand t'es en équipe et tout, jeter des marrons sur les grands frères et dire on vous baise, on vous emmerde. Un jour ils t'attraperont et ce jour-là ils te feront passer donc le baptême. À l'époque j'habitais donc sous un Porsche, tu vois, donc je passe du soleil au machin truc et quand je passe sous le Porsche c'est comme s'il y avait eu Sleepy Hollow, tu vois, il y a un éclair, tout est sombre et tout. D'un coup, tu vois, c'est... Ça paraît comme dans l'équipe de Michael Jackson. Ah, exactement. Comme dans les films d'horreur, tu sais, les le mec qui sort comme ça dans le monde. Une fois que je suis pris dans cet étau, je sais que c'est l'heure du baptême. Ok. Et donc, il m'attrape. Ah non, non, tu péflis, tu vois. Tu pleures même, il y en a qui pleurent. Je crois pas avoir pleuré, moi. Je pense que t'as pleuré, non, t'as pas pleuré. Non, j'ai crié. Non, là, j'ai crié. Ouais. Ah non. Ils se parlaient pas entre eux, tu vois, ils étaient pas en mode... tu vois, ils étaient pas en train de discuter entre eux. C'est zéro émotion, zéro discussion. Robotique, hop, tchic, blac. Ah, le froc qui béton. Humiliant. Humiliant. C'est-à-dire, ils font quoi? Ils t'attrapent par le cou? Ils t'attrapent par les pieds. Par les cheveux? Par les pieds, par les chevilles. Donc, ils te mettent à l'envers? Ils te mettent à l'envers, au-dessus du pont, et ils te pendent. Dans le vide? Dans le vide. Ils te pendent. Une éternité. Et le pont, il est à quelle hauteur? Le pont, il est trop haut déjà. C'est un pont, quoi. Après, il y a des voitures qui passent en dessous. Ah ouais, d'accord, c'est un pont donc, d'autoroute. Non seulement t'as des voitures... Non, c'est une route. C'est une routelette. Ça roule. Ouais. Ça roule, mais ça roule tranquille. Pas de sécurité, pas de mousqueton, pas de parachute. Si, le parachute, c'est là où tu te rends compte, c'est eux. En fait, ils vont jamais te lâcher, en fait. Mais si, il y en a un qui se loupe, qui t'attrape pas bien. Un accident, quoi. S'il y a un accident dans ce bail. Et ils t'ont pendu... C'est comme dans les films, frérot, quand ils veulent... Quand ils veulent faire payer le mec. Ils veulent faire payer un gars, un mauvais payeur. Ils disent, tu payes demain, allez vous faire enculer. Ils le pendent. Stop. Et ah ouais, ok, c'est bon, je vais payer. Ils le ressortent, voilà. Donc en gros, c'est ça qu'on me dit. On me dit, alors, enculé, t'as pas payé ce que tu vois, ils viennent m'embrouiller, quoi. Et après ça? Ils te mettent au sol, t'es assommé, t'es choqué. Eux, ils te téma de semi, ils se barrent. Comme ça, quoi. Pas en rigolant, en mode c'est bon, quoi. Voilà, on t'a expliqué de quoi on est capable, quoi. Non, voilà. Ça, c'est pour dire, on t'a sous l'œil. On t'a à l'œil. Là, c'est pire que tes yeux, on te les a pris, gros. À partir de là, en général, tout le monde se calme. Calmé. L'histoire de quartier d'Oxmo Puccino. Et ils m'ont montré la mort, clairement. Ils m'ont dit, la mort, elle est là, gros. Ouais. Et en même temps, c'est les gars qui te donnent 10 francs à l'époque pour aller t'acheter des gâteaux, pour rester, pour t'avoir à l'œil ici. Méchant, gentil. Je sais pas, c'est un truc pour moi très fort. Après, t'as plus fait de conneries? Si. C'est à la fois une bénédiction et un accident, tu vois. Qu'est-ce que je vais en retenir? Qu'est-ce que je vais... Donc ouais, j'ai refait des conneries différemment, mais je sais pas. C'est un bon bail, je trouve. À l'époque, ma maman a eu cette initiative que de demander à des mecs en Santiago. C'est-à-dire aller voir des mecs encore plus chelous que moi. Ils me demandaient de prendre soin de moi. Je trouve ça brave et voilà. La morale, moi, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a appris à être conscient, solidaire, ensemble. En tant qu'individu qui grandit dans un quartier avec des gens qui se connaissent de génération en génération, quand tu vis ce truc-là, tu dois aussi le mériter, en bon comme en mauvais. C'est de la... Une preuve initiatique. Ouais, c'est ça, c'est chamanique, c'est initiation. Ouais. Je sais pas si ça détermine toute ta personnalité par la suite, de vivre un truc comme ça, tu vois. Mais c'est clair que c'est là, quoi. La preuve, je vous en parle aujourd'hui. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. arteradio.com